Bonjour, merci. C'est très impressionnant de voir ainsi que le sujet de la sécurité numérique intéresse. L'idée étant de vous parler effectivement des métiers liés à cette thématique. Je vois que vous êtes des utilisateurs des technologies. Vous êtes évidemment, si vous êtes ici, concernés, préoccupés par cet univers, la manière dont on peut le consommer, on peut l'utiliser. Et ce qu'on va essayer de faire dans les métiers de la sécurité, c'est de faire en sorte que cette consommation, cet usage se fasse de la manière la plus confortable, sereine, apaisée possible, alors contre toutes sortes d'attaques, puisque sans être paranoïaque, même si vous avez, je vous encourage à le faire, lire le livre d'Andy Grove qui s'appelle « Seuls les paranoïaques survivent », cofondateur d'Intel. Là, on est dans un monde où effectivement il y a une menace. Alors il y a une menace qui est son voisin, quelqu'un qui peut être un proche, quelqu'un de la famille, un ami, enfin, en tout cas ex-ami, futur ex-ami, et également on est dans une globalisation où il y a une activité criminelle liée aux technologies de l'information, et en plus ce que les États peuvent mettre à contribution en termes de technologie pour, comme vous l'avez vu dans l'actualité, mener des affrontements contre d'autres organisations administratives, des États, des entreprises. Et donc on voit effectivement que l'arme numérique fait désormais partie de l'arsenal tant des organisations étatiques que des organisations criminelles, mais même des particuliers qui cherchent à régler des comptes entre eux, un ancien employeur, un conjoint, en tout cas parti, etc. Enfin, il y a toute une palette de circonstances où on va s'apercevoir qu'il va y avoir à un moment de la cyber-insécurité. Un mot pour me présenter, puisqu'on nous a dit que c'était le cahier des, pas dans le cahier des charges, mais pour vous dire la manière dont on est amené à traiter ce sujet de la sécurité. Donc un mot en ce qui me concerne. Nicolas Arpajon, je dirige la stratégie et les affaires publiques d'un groupe, une entreprise qui fait de la sécurité numérique, qui s'appelle Orange Cyberdéfense, donc qui réunit, juste pour un mot, un peu plus d'1 millier de personnes, uniquement dédiées à l'activité de sécurité numérique au sein de l'opérateur historique. Et j'ai une petite particularité, c'est que à côté de cela, j'enseigne, donc au sein de différents établissements, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et l'École nationale supérieure de la police, effectivement, qui forme les commissaires de police. Ceci étant dit, pourquoi ? Parce que je pense que l'idée de vous parler de sécurité numérique, c'est qu'on est ici pour parler de l'éventail de ce que recouvre la problématique de sécurité. D'une part, gardons à l'esprit que c'est une composante. Il n'y a aucune des activités qui sont de l'autre côté de cette porte qui ne peut être durable au sens se conserver dans un modèle économique vertueux de création de valeur avec de l'argent, des données personnelles, des secrets de fabrication. Il ne peut y en avoir de durable s'il n'y a pas une sécurisation. À un moment, chercher à protéger cette information de manière à l'améliorer ou éventuellement à la faire fructifier et le moment venu de la rendre publique. Et l'idée étant justement qu'en tant qu'utilisateur, qu'on soit consommateur, qu'on soit dans une entreprise, qu'on soit dans une administration, dans une collectivité locale, à un moment, on va chercher à protéger, à conserver la confidentialité de l'information de manière à l'utiliser, cette information, dans les circonstances qu'on aura choisies, dans l'agenda qu'on aura choisi. Et la particularité des outils numériques, c'est qu'effectivement, on va s'apercevoir, si vous prenez quelques secondes à aller sur Internet, c'est qu'il y a une espèce de, j'ose pas dire démocratisation, mais une consumérisation. Le fait qu'aujourd'hui, des outils de piratage existent, ils sont faciles d'accès, ils ne sont pas forcément très chers, et on va s'apercevoir que ce n'est pas forcément l'apanage d'un service de renseignement, d'une organisation puissante, mais qu'effectivement, ça peut devenir un outil du quotidien. Donc ce qu'on va essayer de concevoir, lorsque l'on va travailler dans le domaine de la sécurité numérique, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut protéger les infrastructures, protéger les équipements, protéger les individus dans leur navigation, dans leur consommation numérique. Et vous allez vous apercevoir assez rapidement qu'il y a tout un éventail de métiers. D'une part, on a besoin de personnes qui ont besoin de connaître justement comment fonctionnent les systèmes. Parce que vous ne pouvez concevoir une sécurisation qu'à partir du moment où vous avez une connaissance du mode de fonctionnement d'un système d'information. Donc on va avoir besoin de gens ayant effectivement une culture et des connaissances dans le domaine de la programmation, dans le programme de l'informatique, j'allais dire, classique. Des études d'informatique de manière à être un bon connaisseur, une bonne connaisseuse justement de cet univers numérique. C'est important parce que, effectivement, vous allez, et vous le savez au quotidien, du numérique, il y en a partout. Il
Il y en a dans l'ascenseur que vous prenez pour monter dans votre immeuble, il y en a dans le métro que vous prenez, il y en a dans l'avion, il y en a dans les trains, il y en a évidemment avec les équipements qui sont dans vos téléphones. Et à chaque fois, il va y avoir des briques qui auront été conçues par justement des personnes ayant une compétence, ayant une connaissance de l'informatique. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de mettre de la sécurité le plus tôt possible, le plus en amont possible. Une des raisons, une des explications de la faiblesse ou de l'exposition au risque en termes d'attaque, c'est qu'en fait, depuis des décennies, l'informatique s'est construite sans prendre en compte cette dimension. On a fait le truc qui marche, on a fait le truc qui coûte le moins cher, on a fait le truc le plus rapide, on a fait le truc le plus fluide, on a fait plein de qualités, mais évidemment, il n'y avait pas cette dimension de sécurité. Et donc, ce qu'on va demander à plein de ces métiers, c'est à chaque fois de se dire, quand je construis une couche, quand je construis une brique d'un système d'information, comment je peux le sécuriser? Comment je peux faire en sorte que l'utilisateur soit bien celui qu'il prétend être? Qu'il a des droits de consulter un document, de modifier un document, de détruire un document, d'imprimer un document, qui sont bien ceux liés à sa fonction. Un stagiaire doit avoir accès à des documents dans une certaine mesure. Le PDG, le directeur financier, doit avoir accès à des documents dans une autre mesure. Enfin, on peut le souhaiter. Et donc, on va s'apercevoir qu'il va falloir penser la donnée. Il va falloir penser l'information. Si on fait l'analogie avec une maison, c'est un peu comme si on disait, bon, bah, très bien, évidemment, moi j'ai une porte d'entrée, j'ai des murs extérieurs. Ça, c'est ce qu'on va appeler la sécurité périmétrique. On conçoit l'organisation, la structure extérieure du système d'information. Ça, c'est important d'avoir des gens qui ont cette connaissance-là, et donc on vous encourage à faire justement, dans le domaine de l'informatique, cette connaissance d'une informatique qui sera déjà, par essence, dans sa construction d'origine, en tout cas, si elle est interconnectée, en tout cas, quelle est la dimension de sécurisation a priori. Ensuite, la question va se poser de la navigation. La navigation dans les pièces de la maison. C'est les différents services, par exemple, dans une entreprise. Et il va falloir, cette fois-ci, réfléchir à pas un morcellement, mais à une répartition avec des murs, des portes d'entrée dans les différentes pièces. Qui peut avoir accès à la cuisine? Qui peut avoir accès aux données financières? Qu'est-ce qui peut avoir accès aux fichiers du personnel? Qui peut avoir accès au système de commercialisation, etc., etc. Dans ce domaine, on va avoir besoin de professionnels, de personnes formées à l'organisation. Et dans un certain sens, un peu de stratégie, de se dire, mais après tout, celui qui va avoir en charge la production, il est important aussi qu'il ait un lien avec les finances. Combien je dépense pour produire, ça va contribuer à établir ma grille de coûts. Il est donc possible qu'il faille justement des passerelles, des échanges d'informations. Et donc on va commencer à bâtir une stratégie de gestion de ces données. Et ça, c'est aussi les profils dont on a besoin, de gens qui auront une connaissance de l'exploitation des données dans le domaine de la sécurité. Pourquoi? Parce que souvent, le comportement des utilisateurs va peut-être déceler un élément suspect qui va montrer une fragilité. En clair, lorsqu'une entreprise est, par exemple, fermée dans les horaires de bureau, s'apercevoir, tiens, que des fichiers sortent du système d'information. C'est-à-dire que, effectivement, quelqu'un manifestement prend l'initiative d'extraire des fichiers et de les sortir du système vers des adresses en dehors du système d'information de l'entreprise. Est-ce que c'est légitime? Après tout, des gens ont le droit, à l'occasion, le moment venu, de faire des heures supplémentaires. Est-ce que les personnes qui le font dans un cadre déjà connu? Et donc d'avoir une vraie stratégie de la manière dont les données vont vivre dans l'entreprise. Évidemment, aujourd'hui, les organisations telles que vous allez les vivre, vous pouvez, si pour celles et ceux qui travaillent ou sont déjà dans des stages dans les entreprises, vous avez déjà un modèle d'organisation qui est bien différent de celui des organisations passées, c'est-à-dire encore plus en silo qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et plus ça ira, plus vous aurez des acteurs interconnectés. Donc l'échange d'informations n'est pas suspect a priori. La seule chose, c'est est-ce que les informations qui circulent, elles sont légitimes? Est-ce qu'il est nécessaire de les faire circuler? Et est-ce que celui qui l'émet est bien autorisé à le faire? Et donc, il va falloir également avoir cette approche-là. Troisième communauté, c'est aussi, on a souvent parlé, alors on utilise le terme de hacker, alors je tiens absolument à la précision sémantique, vous allez me dire qu'on joue sur les mots, le terme de hacker n'est pas a priori péjoratif, au contraire.
Et les entreprises, que ce soit en poste dans une entreprise d'utilisateur final en quelque sorte ou dans une entreprise de conseil, on est très demandeur de cet état d'esprit hacker. Hacker, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'une qui à un moment va regarder cet écran et se dire tiens, comment il marche? Je vais le démonter. Est-ce qu'il consomme tant d'énergie? Je peux peut-être voir qu'il en consomme moins. Est-ce que j'aimerais bien voir effectivement si je pouvais le connecter à un autre et ainsi essayer de l'améliorer ou en tout cas de lui trouver des fonctionnalités nouvelles. Cette mentalité-là, elle n'est pas liée à votre diplôme, elle n'est pas liée au rang et au classement de l'établissement dont vous êtes issu. C'est une disposition de l'esprit, c'est une curiosité qui est importante et qui est extrêmement valorisée dans le domaine de la sécurité numérique, c'est de se poser la question du comment ça marche, pourquoi ça marche, qu'est-ce qui ferait que ça pourrait ne plus marcher ou marcher différemment. Il faut, pour résumer, parce qu'on est contraint par le temps, parler un peu de la mentalité, je dis bien que de la mentalité, du cambrioleur. Se dire après tout, comment est-ce que je ferais moi pour rentrer dans cette maison? Alors en laissant le moins de traces, en ne me faisant pas prendre. Et c'est cette culture, cette agilité intellectuelle qui est extrêmement positive parce qu'au contraire, elle permet justement de retrouver des réflexes ou de se dire quelles seraient les bonnes méthodes pour sécuriser. Et donc, au contraire, on a besoin d'esprits qui prennent en compte cette dimension agile, cet état d'esprit, et qui évitent la routine. C'est pour ça que dans le domaine de la sécurité numérique, vous avez souvent des étapes, des moments de forte intensité d'activité qui vont être celles de la crise. Une entreprise se fait attaquer, une administration se fait pirater, on est dans une logique d'urgentiste. Il faut mettre un terme à l'attaque, la comprendre, circonvenir justement la navigation de l'attaquant, essayer de comprendre le périmètre, parce que la difficulté étant que si vous vous en rendez compte, c'est possible que déjà l'attaque soit suffisamment massive pour être visible. Et donc, il y a un travail d'enquête, d'investigation, d'une part pour pallier aux assauts numériques, mais également ensuite pour essayer de les stopper, de les contenir, et enfin de revenir à une situation normale. C'est un métier où effectivement, en fonction des circonstances, vous pouvez être amené à gérer des situations de crise extrêmement importantes, d'autant que les entreprises ont beaucoup à perdre à cette exposition numérique. Et il est assez singulier, assez intéressant d'être partie prenante de ce rythme de traitement de la menace, qui devient en l'espèce réalité. Enfin, il y a une phase évidemment d'accompagnement, j'allais dire, au fil de l'eau. Pour une fois que vous avez une infrastructure, c'est un peu comme si vous visitiez un bâtiment et qu'il faut vous dire... Bon, moi, s'il fallait l'attaquer, comment est-ce que je ferais? Et donc, comment est-ce que je peux suggérer, conseiller des opérations de sécurisation? C'est vraiment cette mentalité qu'il faut avoir, donc de la connaissance technique, une agilité d'esprit, et ensuite un sens de l'adaptation à l'environnement. C'est très important parce qu'il faut garder à l'esprit que quelqu'un qui travaille dans la sécurité doit être réaliste. Si ensemble, on décide de mettre 15 verrous à cette porte, à la porte de cet amphithéâtre, de manière à le sécuriser, a priori, on trouvera les verrous les plus robustes et d'un point de vue intellectuel, cette pièce sera sécurisée. Simplement, on est un peu plus de 200 dans cette pièce et à un moment, il y en a un qui voudra fumer, l'aller aux toilettes, le troisième draguer son voisin, sa voisine. Bref, l'écosystème va vivre. Et donc, on va décider entre nous d'utiliser le plot métallique qui est à l'entrée pour bloquer, laisser la porte ouverte et faire en sorte qu'on puisse naviguer facilement. Il est évident que si vous mettez des règles de sécurité trop pesantes, qui ne sont pas suffisamment réfléchies par rapport à la vraie vie, par rapport aux vrais usages, on sera effectivement en décalage. Donc il y a également une part, j'oserais dire, presque de sociologie, de comprendre ce qu'est la vraie vie des vrais gens. Parce qu'on peut concevoir des logiques de sécurité, mais si au bout d'un moment, on décide qu'effectivement, on va mettre à afficher sur le mur le post-it qui comporte tous les mots de passe qui ont été imposés par le monsieur ou madame sécurité, tout cela est un peu vain. Et donc, effectivement, il va falloir avoir cette intelligence de l'utilisateur, que connaissent bien d'ailleurs aussi les gens du marketing, collée à la réalité du marché. Et donc, on va s'apercevoir que de la compétence informatique de base, jusqu'à cet état d'esprit justement particulier qui est celui du hacker, en passant par cette préoccupation presque marketing de coller aux besoins et à la réalité, qui risque sinon d'être contournée avec une grande facilité. Vous voyez bien, effectivement, quand dans une entreprise, on dit on ne peut pas télécharger des fichiers de telle dimension parce que, justement, ils sont trop volumineux. Que fait le salarié, le stagiaire moyen? Hop, il passe par sa messagerie personnelle, il passe par des systèmes d'envoi de fichiers massifs, c'est-à-dire qu'il contrevient
de manière frontale avec ce qui est la doctrine, ce qui a inspiré la politique de sécurité, mais lui gère l'efficacité. Son fichier volumineux, il l'a transféré, il est content. Évidemment, tout ce qui a été conçu pour sécuriser est absolument balayé, contourné. Vous connaissez le principe de la ligne Maginot, un magnifique bâtiment de l'infrastructure militaire, absolument irréprochable dans sa construction. Son problème, c'est son positionnement et le fait qu'au bout d'un moment, en marchant, vous arrivez à contourner la ligne Maginot. Et bien là, on est dans la sécurité numérique, si on la laisse aux seuls techniciens, un peu dans cette circonstance, et donc il est important d'avoir cette autre compétence. Enfin, il faut également des juristes. Il faut des juristes pour des gens qui vont essayer justement de mettre des règles, mettre des responsabilités, mettre des processus. C'est important d'avoir ce cadre-là. Et on va s'apercevoir que, quel que soit votre niveau d'expertise, vous pourrez trouver justement une brique à apporter en tant qu'utilisateur ou par la créativité dont vous serez capable. C'est un métier, ce sont des carrières extrêmement évolutives où effectivement les menaces étant nourries par l'imagination humaine des pirates, des attaquants, vous vous doutez bien qu'on est dans un monde de créativité permanente où il y a une espèce de rivalité. Les militaires parlent du glaive et du bouclier. Vous savez qu'à partir du moment où vous avez un bouclier un peu costaud, à ce moment-là, il faut un glaive un peu plus grand de manière à le combattre. Et à ce moment-là, ça suscite une réaction assez simple, c'est d'augmenter la taille du bouclier et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a une espèce de compétition. Dans le domaine de la sécurité numérique, il n'y a pas de risque d'avoir de l'ennui ou d'avoir de la routine parce que justement, on est dans une création qui est naturellement internationale. Dans les entreprises, que ce soit vous alliez dans une entreprise d'utilisateur final ou que vous alliez dans une entreprise de conseil, le terrain de jeu, à l'instar de ce qui se passe dans le réseau, c'est vraiment la France, l'Europe, mais l'international, parce que lorsque l'on va suivre des menaces, lorsque l'on va justement diligenter des attaques, on va s'apercevoir que le point de départ peut être n'importe quel point du globe, puisqu'il va souvent s'appuyer sur d'autres systèmes qui sont hébergés chez des personnes qui auront été infectées, à leur insu souvent, des entreprises, des particuliers, des administrations, et dont les ordinateurs, la puissance de calcul sera mise à contribution pour mener des attaques. Donc on est dans un environnement qui peut être, pour celles et ceux qui le souhaitent, par essence, naturellement international. Alors après, en variété de cursus, c'est vrai que, juste un mot en termes de métier, j'évoquais les problématiques d'identité, les problématiques justement de sécurité et de repérage de ce qui constitue un événement de sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que vous voyez bien qu'on va parler d'événements. Un système d'information, vous vous connectez, vous vous déconnectez, vous naviguez, vous téléchargez. Ce sont autant d'événements du système d'information. Simplement, quand vous êtes en charge de la sécurité, vous ne pouvez pas signaler chacun de ces comportements parce qu'à ce moment-là, on serait paralysé par la masse des actions à traiter. Et donc, il va falloir mettre de l'intelligence, donc aussi un traitement de big data, de manière à pouvoir avoir une lecture la plus fine possible. Et enfin, on a besoin de conseils, de gens capables de connaître ou de s'intéresser au métier des entreprises de manière à s'adapter, puisqu'il ne s'agit certainement pas de plaquer un système, ça n'aurait pas de sens de manière systématique. Voilà, de manière à respecter l'agenda, je vais interrompre là cette présentation. Si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, elles sont les bienvenues. Questions, remarques? Alors, en tout cas, oui, pardon. Oui, bonjour. Je voulais savoir à partir de quel niveau d'études on peut rentrer dans les métiers de la sécurité. Alors, on n'est pas obligé d'être X-Télécom. Ce que je veux dire par là, c'est que comme ces dispositions d'esprit, avec un bac+2, quitte après à ce que souvent les entreprises vous proposeront éventuellement de faire des compléments en interne ou avec des diplômes et des cursus internes, ce qui est le cas par exemple ce qui est le cas également chez Orange, c'est de dire si vous avez une compétence informatique et que vous avez cet état d'esprit qu'on peut analyser et déceler lors d'entretiens, on peut compléter le cas échéant des cursus, mais avec un bac+2, on peut tout à fait déjà commencer à travailler, sachant que au fur et à mesure d'apprendre, on est plutôt dans des logiques de carrière, donc des formations qui permettent d'aller sur d'autres métiers le cas échéant et de continuer à progresser. Merci. Oui. Bonjour. Vous parlez d'un bac+2. Donc, je viens d'un bac+2. Donc, moi, c'était spécialité développement.
Donc on a des lacunes en réseau, donc ce n'était pas notre spécialité. Est-ce que justement pour la sécurité, il faut plus cet accès réseau ou en développement, c'est un plus? Alors, j'allais dire, en fait, la question, c'est surtout de votre... on ne va pas généraliser, c'est pour ça que c'est important de candidater en tant qu'individu. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, on a une pluralité de métiers qui peuvent éventuellement, dans un premier temps, vous permettre des missions qui vont vous permettre de déceler et de participer à l'identification de ce que des systèmes auront identifié comme étant des événements de sécurité. Et là, vous pourrez peut-être pendant quelques mois vous faire la main ou l'esprit sur justement ce qu'est la problématique de la sécurité. Ce qui intéresse, c'est d'avoir quelqu'un qui a une culture informatique, une connaissance et qui n'est pas rebuté par le fait quand on lui dit voilà une architecture, il faut rentrer dedans, et même si vous n'avez pas toutes les connaissances d'un ingénieur avec en plus 20 ans d'expérience, l'idée c'est surtout de se dire on a plein d'occasions de vous donner d'apprendre, de pratiquer, de toucher du doigt la réalité de ce qu'est justement un système d'information avec des événements que des logiciels auront décelés comme étant problématiques. Et là, en rentrant, vous allez vous faire votre culture qui est propre aux différents équipements sur lesquels vous travaillez, évidemment, mais également par rapport à voir à quoi ressemble justement une informatique dégradée. Et c'est là où vous allez vous créer, à partir de votre connaissance de base, j'allais dire une hiérarchie justement de ce qui compose des atteintes au système d'information et après qui permettront en fonction des systèmes. C'est vrai qu'on parle là d'informatique, on parle également de téléphonie sécurisée, c'est également un élément très important, les visioconférences, il y a tout un panel qui est lié en fait à tous ces équipements qui à chaque fois peuvent faire l'objet d'interception ou de dégradation. Oh, madame. Et on m'apprend que c'est la dernière question. Bonjour. J'ai une question complètement différente. J'ai déjà travaillé chez un de vos concurrents, et notamment aussi pour une banque digitale et une banque matérielle, au service fraude. Je voudrais savoir si, chez Orange, au niveau du service fraude, au niveau du service technique, est-ce qu'il y a une formation sur le dark web? Et si oui, en combien de temps ça prend pour faire des investigations, pour retracer un hacker qui, par exemple, va faire des usurpations d'identité? Alors, on a question précise. On a effectivement une équipe. Alors, juste pour rappeler ce que c'est, que je reprends votre question sur le dark web. Le dark web, c'est que globalement, les moteurs de recherche, Bing, Google, etc., indexent à peu près 10-15% de l'ensemble de la masse Internet. Et donc, vous avez le reste, ce qu'on va s'appeler le deep web. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément des contenus illicites. Simplement, c'est une part qui est non indexée par la majorité des grands moteurs de recherche conventionnels. Et au sein de ce deep web, il y a des gens qui, effectivement, à partir du moment où vous leur donnez un terrain d'épanouissement qui n'est pas totalement surveillé, effectivement, font ce qu'on appelle le darknet, c'est-à-dire d'activités, de commercialisation, produits, services manifestement illicites. Alors, pour être très clair, on a des équipes au sein de ce qu'on appelle de notre CERT, le centre de réponse à incidents, qui ont vocation à passer des heures, à passer leur journée sur le dark web de manière à effectivement comprendre les forces en présence, voir les tendances, repérer pour des clients s'ils font partie de sujets de discussion sur certains forums, notamment pour dire tiens, j'ai trouvé des données de chez machin, tiens, ça intéresserait quelqu'un si je trouvais des données de chez un tel, ou au contraire, qui est-ce qui viendrait ou qui est-ce qui aurait des outils pour rentrer chez tel autre. Donc on a effectivement, c'est une nécessité de suivre cet environnement et de manière à effectivement suivre, notamment au moment où des fichiers ont été volés, c'est également un endroit où on va les retrouver en termes de commercialisation. Donc c'est important aussi pour remonter après les chaînes, mais c'est un terrain effectivement sur lequel on est amené à naviguer de manière à en avoir une bonne connaissance et puis surtout à assurer ensuite l'identification autant que possible des personnes qui y contribuent ou en tout cas des tendances et des centres d'intérêt de ceux qui sont actifs sur ce terrain. Alors, je vais être obligé d'obtempérer parce qu'ils sont ils sont dotés de moyens contraignants et que je ne peux même pas évoquer devant cette caméra. Merci en tout cas. Je vous donne rendez-vous si vous avez des questions, des remarques, justement sur le site d'Orange Cyberdéfense. Merci.